Madame la ministre, première vice-présidente de la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, chère Sylvia Pinel, monsieur le président de notre association, la PVF, député maire d'Annonay, cher Olivier, mesdames, messieurs les maires, adjoints, conseillers municipaux, élus, mesdames, messieurs les parlementaires, mesdames, messieurs, chers collègues, je vous souhaite la bienvenue à la Grande Motte après ce petit clip d'introduction. Alors, la Grande Motte, petite ville dans l'esprit, mais grande par sa taille. Je suis très heureux et très fier de vous souhaiter la bienvenue, de vous accueillir ici, dans notre palais des congrès Jean Balladur, et fier donc de recevoir les 19e assises des petites villes de France. Certains parmi vous viennent pour la première fois à la Grande Motte. Vous découvrez cette ville que vous connaissez parfois de réputation, des réputations qui effectivement n'étaient pas toujours la meilleure. Alors nous allons faire un petit détour historique qui n'est pas sans rapport avec notre sujet, puisque la création de la Grande Motte appartient à une période récente et glorieuse, une époque de pleine croissance où l'on construit des routes, des voies ferrées, des villes, autour d'une nouvelle manière de vivre ensemble, c'est celle du loisir et des vacances. Un homme, le général de Gaulle, va décider de soutenir et d'aménager cette croissance. En 1963, la mission Racine, du nom de son président Pierre Racine, est installée. Elle porte cette volonté d'aménagement du littoral languedocien et catalan, et la Grande Motte devient son emblème, l'étendard de cet engagement public. Notre ville est littéralement sortie du sable en 1969, grâce au talent d'un architecte de génie, qui a donné son nom ici à ce palais, Jean Balladur. Il a construit cette œuvre minérale et végétale, reconnaissable entre toutes, cette cité des pyramides, que le label patrimoine du XXe siècle est venu récompenser en 2010. La Grande Motte, comme toute cité vivante, n'a cessé de se développer pour arriver aujourd'hui à sa pleine maturité et ressembler à la ville verte qui était imaginée par son créateur. Ici, tout est pensé autour de l'homme, de son confort de vie, de son confort de vue. La sculpture, la circulation, le mobilier urbain, l'architecture, la végétation font partie intégrante de son urbanisme. Les formes, les hauteurs, les couleurs, les orientations, tout à la Grande Motte tient compte de l'environnement, des spécificités écologiques et météorologiques et bien sûr du bien-être des résidents. Alors loin des grands ensembles qui prolifèrent dans les années 60, la Grande Motte, elle, s'inspire des formes millénaires des pyramides précolombiennes, tout en laissant s'exprimer futurisme, liberté formelle. La Grande Motte joue avec les éléments, l'eau, le vent, la terre, pour animer les espaces. Mais elle a dû attendre 1974 pour devenir ville de plein exercice. Et aujourd'hui, elle fait partie d'un ensemble intercommunal qui est l'agglomération du Pays de l'Or, qui tire son nom de notre magnifique étang de l'Or. Je sais que pendant ces 2 jours, mes chers collègues, nous n'avons pas chômé. Mais je vous encourage, si vous en avez un peu de temps, à découvrir cette cité idéale de cet architecte philosophe. Ce moment de plénitude vous permettra de faire une parenthèse dans la période inédite, période terriblement instable dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Nos périmètres, nos compétences, nos ressources, nos partenaires, tout bouge. Et il faut bien le dire, nous connaissons beaucoup d'incertitudes et une pression financière qui est croissante. Loi NOTRe, baisse et réforme de la DGF, fusion des régions. Dans ce flou artistique, parfois, nous devons pourtant assurer nos missions de service public, préserver nos populations, nos entreprises. Cette exigence, elle s'impose d'autant plus à nous que nous représentons des petites communes et que nous avons surtout le privilège et la chance d'avoir cette proximité avec nos habitants. Vous vous en souvenez sans doute, le 19 septembre dernier, l'AMF avait organisé un appel le 19 septembre pour les communes de France. Avec les maires de mon agglomération, l'agglomération du Pays de l'Or que je préside, nous avons saisi cette occasion pour rappeler cette évidence. La République française est communale. Quand les premiers républicains instituent les communes en décembre 1789, ils donnent à notre pays son socle territorial, celui où chacun de nous habite, vit, éduque ses enfants, travaille, vote, se cultive. On l'oublie souvent, mais après 30 ans de décentralisation, les communes possèdent aujourd'hui près de la moitié du patrimoine local, des bâtiments, des terrains, des réseaux de distribution d'eau potable, des routes, des écoles, des bibliothèques, des machines, des équipements, des biens dont nous avons hérité, que nous faisons prospérer et que nous transmettrons demain à notre tour.
Ce sont des lieux de vie collective, mais aussi des services, des emplois si essentiels à notre quotidien qu'ils se font presque oublier, comme s'ils étaient acquis pour toujours. Alors je profite de cette occasion pour tirer la sonnette d'alarme, comme nous le faisons tous, Monsieur le Président, avec vigueur. Et je sais que vous aussi, depuis 2 ans, vous le faites avec nous, pour nous, et je vous en remercie au nom de tous. Nous sommes les premiers investisseurs publics en France, et nous n'avons plus beaucoup de moyens. Que va-t-il donc se passer? Aujourd'hui, et plus encore demain, nous construisons moins, nous rénovons moins, et des dizaines de milliers d'emplois sont en train de disparaître, en même temps que ce patrimoine se délite faute d'entretien, et que de plus en plus de services se ferment. Est-ce de cette France-là que nous voulons? Bien sûr que non. Nous sommes maires de petites villes. Nous ne renoncerons pas à nos missions républicaines. Nous sommes prêts aujourd'hui à participer à l'effort national des réductions de la dette. Bien sûr, nous économisons, nous mutualisons, nous inventons de nouvelles solutions pour servir au mieux nos villes et ses habitants. Mais nous ne pouvons pas, tel Atlas, porter seul le monde sur nos épaules. Nous assumons notre rôle du mieux que nous le pouvons, avec 3 ressources, les impôts que nous collectons, les recettes de nos usagers, les dotations que nous verse l'État. Et quand ces dotations baissent de 30% pour le bloc communal en 3 ans, ce qui a représenté pour ma ville de la Grande-Motte 2 millions d'euros et 3,5 millions pour l'agglomération du Pays de l'Or, on peut aujourd'hui vraiment s'inquiéter pour la santé économique de notre pays. Pourtant, nous restons innovants ici à la Grande-Motte, comme ailleurs. Nous n'avons pas attendu cette prise de conscience de l'État pour rénover notre centre-ville et nos quartiers. En 8 ans, nous avons investi plus de 50 millions d'euros pour mettre en valeur notre architecture si singulière. Je dois dire que ça nous a plutôt bien réussi puisque nous sommes station classée première station verte d'Europe. Nous disposons de plus de 2/3 d'espaces verts pour 1/3 d'espace urbain. Nous sommes cette ville permanente qui accueille à l'année 9000 habitants et qui, la saison venue, reçoit chaque année 2,5 millions de personnes, 1,5 million de nuitées marchandes. Alors nous ne transigeons pas avec la qualité de vie, la sécurité, la propreté, ni avec la beauté de notre ville. Mais cet engagement, eh bien, il a un coût que nous assumons, malgré la baisse de ces dotations. Et la conséquence, vous la connaissez tous, cette année, pour ne pas augmenter les impôts, nous avons largement diminué nos investissements. Pourtant, nous n'abandonnons pas le terrain. Notre projet d'extension du port, qui vient d'être lancé, ce sont 400 anneaux supplémentaires, des commerces, des logements. Nous sommes vraiment dans l'air du temps, le tourisme, l'environnement, la mer, les commerces. Nous comptons donc, Madame la Première vice-présidente, sur la région, mais aussi sur le gouvernement pour soutenir les projets qui enrichissent notre région, notre pays et qui créent des emplois. Nos petites communes, et elles sont exceptionnellement nombreuses, vous le savez en France, elles sont loin d'être poussiéreuses. Nous avons rapidement compris que pour mener à bien nos missions, nous devions nous associer. Nos intercommunalités, elles non plus, ne datent pas d'hier. Et au Pays de l'Or, par exemple, notre association est née en 1974 avec un CIVOM, puis une communauté de communes, et enfin, depuis 2012, une agglomération. Vous le savez comme moi, aujourd'hui, les transports, l'emploi, la construction de logements, la voirie sont des sujets qui dépassent largement nos périmètres communaux et parfois même nos périmètres intercommunaux. Mais ensemble, nous sommes plus forts, nous sommes le dernier échelon de proximité qui peut défendre des projets structurants pour nos villes, nos habitants, nos entreprises et au-delà pour nos départements et nos régions. En tant que président de l'agglomération du Pays de l'Or, je n'idéalise donc pas l'échelon intercommunal. Il connaît lui aussi de grandes difficultés. Il a beaucoup muté ces dernières années. Notre agglomération ne compte que 8 communes. Elle est riche parce qu'elle est diverse, des communes littorales, une zone périurbaine collée à Montpellier, des communes agricoles. Notre processus de décision sont encore plus simples et nous avons trouvé un bon équilibre. Je sais bien que d'autres parmi vous connaissent des réalités très différentes. Je pense aussi à ceux que le dernier schéma départemental de coopération intercommunale a aggloméré, parfois de force, et qui doivent au 1er janvier prochain, en plus du reste, absorber cette fusion. Nous avons besoin de temps pour digérer, pour mettre en œuvre tous ces changements, pour trouver dans ces contraintes des forces nouvelles. Nous avons de grandes ressources, et elles ne sont pas financières, celles-là, c'est de l'audace, de l'imagination, pour faire prospérer nos territoires, pour soutenir notre plus grande richesse, qui est le vivre ensemble. Pour assumer notre rôle, nous faire entendre,
c'est l'un des plus grands enjeux de la loi NOTRe, je suis convaincu que nous devons aujourd'hui penser autrement qu'en termes de périmètre. Nos frontières administratives ne sont pas des murs et nous devons absolument nouer des partenariats entre communes et intercommunalités, comme nous le faisons ici avec la métropole de Montpellier, mais aussi avec le secteur privé. Et cette volonté, elle implique qu'on sorte de la rhétorique de la frontière, de la compétence, pour s'ouvrir au projet, à l'aménagement de nos zones d'influence. Je souhaite donc à nous tous de riches assises, Monsieur le Président, chers collègues, et je vous souhaite un excellent séjour à la Grande Motte. Et avant de passer la parole à Sylvia Pinel, ancienne ministre et première vice-présidente de la région Languedoc-Roussillon, je voudrais offrir à notre président, en souvenir de ses 19e assises, la médaille de la ville de la Grande Motte. Sylvia Pinel. Monsieur le Président de l'Association des petites villes de France, cher Olivier, Monsieur le maire de la Grande Motte, cher Stéphane, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand plaisir que je suis parmi vous aujourd'hui, ici, à la Grande Motte, pour ouvrir ces 19e assises des petites villes de France, au cœur de notre nouveau territoire régional. Et je suis aussi très heureuse de vous retrouver à une place différente, mais quand je regarde les visages qui sont dans cette salle, je me remémore de nombreux déplacements lorsque j'avais certaines responsabilités, que ce soit au ministère de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme. J'avais d'ailleurs eu le plaisir de venir ici à la Grande Motte, que ce soit en tant que ministre du Logement et de l'égalité des territoires, sans oublier la ruralité. J'ai pu parcourir de nombreux territoires et à cette occasion échanger avec vous. Mais Monsieur le Président, cher Olivier, je veux dire ici combien dans l'exercice de mes différentes responsabilités, j'ai apprécié de travailler avec l'Association des petites villes de France, que j'ai régulièrement consultée, qui m'ont fait part de leurs préoccupations, de leurs propositions surtout, pour améliorer certains dispositifs législatifs ou réglementaires. Et j'espère qu'avec les régions, ce dialogue sera toujours aussi constructif et portera sur des échanges qui nous préoccupent, sur des questions sur lesquelles nous pouvons améliorer nos dispositifs en développant, comme vient de le dire le maire, des partenariats et des complémentarités. Je veux bien sûr à ce stade, et vous le comprendrez, excuser la présidente de région, Carole Delga, qui est retenue au moment où nous parlons par le vote de notre premier budget depuis la création de notre région. Elle ne peut être là ce matin, mais elle me charge d'abord de vous souhaiter de bons travaux, mais elle sera parmi vous demain matin pour une table ronde. Et accueillir votre association au cœur de notre nouvelle région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées fait sens à plus d'un titre et je veux vous souhaiter à toutes et tous la bienvenue. Notre région regroupe, vous le savez, 13 départements sur un territoire extrêmement vaste, plus vaste que celui de l'Irlande. Et cette région est constituée d'espaces extrêmement divers, contribuant bien sûr à la richesse, contribuant à nos atouts, mais représentant également un véritable défi pour sa structuration territoriale, un défi aussi en termes d'aménagement du territoire et de développement, d'attractivité, de développement économique et bien sûr touristique dans cette commune de la Grande Motte. Nous pouvons évidemment nous réjouir de la place que tient notre région dans l'attractivité touristique. Notre projet politique est construit sur une volonté d'assurer à tous un égal accès aux services, aux équipements, qu'ils habitent en ville,
dans des territoires ruraux, de montagne ou dans une commune du littoral. Pour ce faire, un maillage fin est nécessaire et un simple appui sur les deux métropoles, les deux grandes métropoles, Toulouse et Montpellier, qui nous composent, ne peut être satisfaisant, même si, évidemment, la présence de ces deux métropoles constitue un réel atout pour l'attractivité et le développement de notre région. Les villes de 2500 à 25 000 habitants que vous représentez jouent ainsi un rôle majeur en tant que pivot fondamental et facteur d'équilibre de notre action publique. En jouant un rôle d'équilibre qui structure les bassins de vie, vos communes contribuent à organiser l'espace régional, à assurer une recomposition territoriale telle que nous l'entendons et participent très activement à l'aménagement du territoire le plus harmonieux possible, en tout cas celui que nous espérons. Aujourd'hui, 393 communes de Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées sont des petites villes. Si cela ne représente que 8,6% des communes régionales, il convient de souligner qu'elles concentrent une très forte part de notre population, car plus de 40% de la population vit dans une commune comptant entre 2500 et 25 000 habitants. La place majeure que représentent nos petites villes dans cette région en tant que pôle structurant de l'espace est d'ailleurs à l'origine même de la création de votre association. Et vous comprendrez que je veux ici saluer l'initiative du président Malvy, qui a identifié dès la fin des années 80 l'importance de structurer l'action des petites villes de France, de faire entendre leur voix sur des sujets majeurs, sur des sujets essentiels qui contribuent à notre aménagement du territoire, de veiller à leur proposer une information de qualité sur des sujets d'actualité qui les touchent très directement. Et je sais qu'Olivier s'inscrit parfaitement dans cette volonté. Preuve, s'il en fallait, de la pertinence de cette vision prospective, anticipatrice. Une fois de plus, je ne peux que le féliciter en constatant le nombre d'adhérents actuels de la PVF et le développement de cette initiative à l'échelle européenne. L'enjeu que représentent les petites villes est donc au cœur d'une problématique essentielle dans notre nouvelle région, mais je le sais également partagée dans tout le pays. Du fait du nombre de communes et de la population concernée, il est primordial que ces petites villes irriguent le territoire et l'organisent aux côtés des villes moyennes et des métropoles. Par leur répartition et leur nombre, vos petites villes contribuent à renforcer la solidarité et les liens entre les territoires ruraux et périurbains, en réduisant notamment les inégalités d'accès aux services au public et en améliorant leur accessibilité. Et vous savez que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui me tenait particulièrement à cœur dans mes précédentes fonctions, mais qui aujourd'hui, au sein de la nouvelle grande région et en fonction des responsabilités qui sont les miennes, je souhaite justement que nous puissions travailler à créer de nouveaux partenariats entre ces différents territoires en agissant davantage sur la réciprocité plutôt que l'opposition. En termes d'équité des citoyens et des territoires, il est primordial que les bourgs ayant des fonctions de centralité puissent assumer ces fonctions afin de renforcer leur attractivité, notamment en zone rurale, hyper-rurale ou de montagne. Ces petites villes constituent donc le pivot de la mise en œuvre de nos politiques régionales en assurant un maillage territorial répondant aux valeurs qui nous sont chères d'égalité de traitement de nos territoires, mais aussi de nos concitoyens. Afin de leur donner la place légitime qui est la leur, la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées a souhaité créer des instances nouvelles permettant une représentativité équilibrée de tous les territoires. C'est dans cette logique qu'a été créé en 2013 le Parlement de la mer, rejoint demain par le Parlement de la montagne et l'Assemblée des territoires. Cette dernière instance a en effet pour ambition de proposer une approche nouvelle en proposant une représentativité égalitaire de tous les territoires de la région. Cette organisation sera un lieu
de discussion entre les territoires, d'échange de bonnes pratiques, d'expérimentation. Il devra également être un lieu de proposition pour adapter nos politiques en prenant en compte les spécificités locales. En revanche, je veux redire que ce ne sera pas un lieu où l'on négocie les politiques contractuelles ou les politiques territoriales. Si ces lieux traduisent la philosophie de notre politique, elles révèlent également les priorités de notre majorité qui agit pour le soutien à l'emploi, à l'activité, le retour de la croissance. C'est notamment le sens du plan Marshall, initié récemment pour 800 millions d'euros en faveur des entreprises du bâtiment et des travaux publics. C'est aussi l'aide à l'activité économique littorale. Nous sommes ici bien placés pour mesurer l'importance de celle-ci, que ce soit en termes d'infrastructures portuaires ou touristiques. L'importance de soutenir les zones rurales et de montagne pour assurer une prise en compte de l'ensemble des territoires et en particulier des plus fragilisés. Ces priorités de notre projet régional se traduisent dans nos politiques et reflètent l'ambition et la considération que nous portons pour chacun de ces territoires. Afin de les mettre en œuvre, nous disposons certes d'une contractualisation avec l'État via les contrats de plan État-région qui nous permettent d'intervenir en particulier dans les domaines de l'emploi, de la mobilité, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation, des filières d'avenir, de la transition écologique et énergétique, des technologies de l'information et de la communication et de l'action territoriale. L'un des chantiers majeurs de 2016 sera donc l'harmonisation de ces contrats à l'échelle de notre nouveau territoire. Mais pour compléter les contrats de plan et ces domaines d'action, nous avons souhaité, en 2014, que ce soit sur le territoire de l'ex-région Languedoc-Roussillon ou sur le territoire de l'ex-région Midi-Pyrénées, contractualiser avec les territoires pour mener des projets qui ont un impact direct, un impact fort sur la croissance et l'emploi dans les territoires en mobilisant l'ensemble de nos politiques publiques dans le cadre d'une stratégie dynamique de développement durable de l'activité, par le renforcement de la cohérence et de la cohésion territoriale dans les quartiers défavorisés, notamment dans le cadre du volet territorial du contrat de plan ou de la politique de la ville, et bien sûr sur l'attractivité et la qualité de vie en soutenant le maintien et la création d'équipements, d'infrastructures de qualité, en particulier dans les bassins de vie ruraux ou périurbains. Et vous le savez bien, les petites villes remplissent cette fonction essentielle d'attractivité et de résistance démographique en offrant notamment des services dits intermédiaires. Vous pouvez le constater, les anciennes régions ont su se saisir pleinement des enjeux majeurs pour ces espaces. L'action que nous menons dans le cadre du soutien à la politique de la ville, initiée par le gouvernement, est également essentielle. Notre région compte 105 quartiers prioritaires concernés par un contrat de ville. La politique de la ville est transversale et concerne de nombreuses compétences régionales de droit commun relevant directement des politiques d'aménagement du territoire. Les axes d'intervention régionale s'articuleront autour de priorités contractualisées dans le cadre des contrats de ville et nous poursuivrons bien sûr le soutien aux associations dans les quartiers prioritaires et nous lancerons un appel à projets sur ce sujet. Par ailleurs, j'ai également souhaité lancer une réflexion globale en faveur de la revitalisation des centres-bourgs, comme j'avais pu l'initier au niveau national. Cette action permettra d'assurer une vision transversale et d'agir sur l'ensemble des composantes déterminantes à leur dynamisme, alliant espace public, maintien du cadre de vie, logement, commerce de proximité. Et cette nouvelle politique régionale devra s'appuyer, bien sûr, sur un partenariat étroit avec les autres collectivités, notamment les départements, les régions, les intercommunalités, les communes, tout en bénéficiant du soutien de l'État. Mais je suppose que Jean-Michel Baillet y reviendra demain. Nous devons donc maintenant définir nos critères d'intervention, mais il est nécessaire de répondre mieux aux réalités et aux difficultés que vous rencontrez. Je sais que le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sera demain à vos côtés.
Avant lui, je veux évoquer la question déterminante que représente le développement numérique de notre territoire, parce que ce sujet est aujourd'hui la préoccupation numéro 1 des élus et des habitants, qui constitue un enjeu majeur pour l'attractivité. C'est donc une priorité de notre action régionale, et pour preuve, aujourd'hui, lors du budget que nous votons, un des premiers textes harmonisant nos politiques entre l'ex-région Languedoc-Roussillon et l'ex-région Midi-Pyrénées sera justement sur le très haut débit. J'aurai le plaisir de présenter ce rapport qui tiendra compte bien sûr des critères de ruralité mis en place au niveau national, mais nous le corrigerons en tenant compte du taux de pauvreté de nos départements afin que cela soit plus équitable et que nous puissions participer justement à cet aménagement numérique qui est au cœur des préoccupations de nos concitoyens et qui constitue souvent une des raisons du sentiment d'abandon ou de relégation que nous constatons malheureusement trop souvent. Donc nous y travaillons activement en région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Vous le voyez, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, la région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées est très attachée au partenariat que nous avons noué ici avec les petites villes de France. Nous souhaitons continuer à travailler dans un esprit constructif avec chacune d'entre vous sur ce territoire. Et je suis convaincue pour ma part que les petites villes de France sont une chance pour notre pays, comme j'avais l'habitude de dire que nos territoires sont une chance pour la France, tout comme la ruralité. Et je sais que nous pouvons compter sur ce travail constructif avec vous. Alors, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je veux une nouvelle fois vous souhaiter la bienvenue en Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées et malgré l'ambiance très studieuse de votre congrès, de vos assises, j'espère que vous aurez le temps de faire un peu de tourisme dans notre magnifique région et de profiter de cette commune de la Grande Motte. On ne me donne pas le micro, mais merci Sylvia Pinel. La parole est maintenant à notre président, Olivier Dussault, député maire d'Annonay. Merci Stéphane. Madame la ministre, chère Sylvia, monsieur le maire de la Grande Motte, cher Stéphane, mesdames, messieurs les maires, mesdames et messieurs les parlementaires, chers collègues et amis, à mon tour de vous souhaiter une très amicale bienvenue à la Grande Motte pour ces 19e assises des petites villes de France, en remerciant en tout premier lieu Stéphane Rossignol, maire de la Grande Motte, qui nous accueille chaleureusement ici, sur les bords de la Méditerranée, dans ce très beau palais des congrès, dont tu me disais à l'instant que l'architecte l'avait pensé en regardant simplement 2 galets qui étaient posés sur une dune et qui ont donné lieu à cette belle architecture. La Grande Motte est une petite ville, tu l'as dit, dans l'esprit, mais aussi dans les chiffres, avec 9000 habitants permanents qui montent à plus de 100 000 habitants l'été et avec des millions de visiteurs. Chacun d'entre nous peut en rêver, ou en tout cas en tirer quelques ambitions, mais nous imaginons aussi les problèmes et les contraintes que cet afflux massif de touristes peut poser au maire de la Grande Motte et à chacun de ses services. Merci aussi à la nouvelle grande région, Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, sa présidente Carole Delga pour le soutien apporté à ces assises, soutien dont nous ne doutions pas puisque Carole connaît particulièrement bien notre association. Elle en a été secrétaire générale adjointe quand elle était maire de Martre-Tolosane avant d'intégrer le gouvernement puis de devenir présidente de cette belle région. Et elle est aujourd'hui représentée par Sylvia Pinel, ancienne ministre, députée, à qui je souhaite évidemment la bienvenue et que je remercie à la fois pour son propos, mais aussi pour le travail qu'elle a fait comme ministre avec la PVF que tu rappelais tout à l'heure. Il y a aussi une autre particularité, je le dis en un clin d'œil, un point commun que nous partageons avec Sylvia, c'est que nous avons été élus tous les deux à l'Assemblée pour la première fois en 2007 et que pendant ces 5 années, nous avons partagé un titre symbolique, mais qui malheureusement passe, puisque nous étions tous les deux les benjamins de cette Assemblée. Mais le temps fait son œuvre et donc nous ne nous arrêterons plus sur ce titre-là. Je veux aussi adresser, il va nous rejoindre dans un instant, un salut très amical à notre président d'honneur, Martin Malvy. Il est en chemin, il nous rejoint et pourra ainsi participer à nos travaux comme il en a l'habitude, ainsi qu'au moment de convivialité qui nous réuniront au cours de ces 2 jours. Salut particulier aussi à nos amis des Outre-mer,
qui ont fait beaucoup de chemin, beaucoup de trajets pour venir jusqu'à nous, depuis la Guadeloupe, la Martinique. Et je dois aussi avoir une mention particulière pour nos amis de la Guyane, car cette année, ils sont venus particulièrement nombreux, et je souhaitais les en remercier. Et puis enfin, remercier et saluer pour leur présence nos partenaires, partenaires nombreux à la PVF, qui à la fois nous accompagnent tout au long de l'année, mais acceptent aussi, et c'est un plaisir pour nous, de venir échanger et partager leurs expériences, parfois partager aussi les combats communs que nous menons. Je pense notamment à la question de l'investissement public, de la commande publique, à l'occasion de nos assises. Nos assises sont toujours un moment important, vous le savez, qui allie le sérieux des débats et les propositions avec une chaleureuse convivialité. Et je suis évidemment convaincu que cette année, il en sera de même, même si, en ouverture de nos travaux, mes premiers mots seront nécessairement plus graves qu'à l'accoutumée. Nos assises sont le premier congrès, le premier rassemblement d'élus d'une association nationale d'élus locaux depuis les terribles attentats qui ont frappé notre pays le 13 novembre dernier. Et cette particularité calendaire nous oblige plus que jamais à nous montrer à nous-mêmes et aux Français unis et rassemblés pour l'action publique. Nous sommes tous, les maires des petites villes, bien évidemment différents. Nous avons nos convictions, nous avons nos engagements, mais notre fonction de maire nous façonne, nous habite, et lorsque la République est attaquée, ses ennemis nous trouvent tels que nos concitoyens souhaitent que nous soyons, c'est-à-dire sereins, combatifs, déterminés et bienveillants, rigoureux et humanistes, mais surtout prêts à défendre nos valeurs communes. Et en attaquant un stade, une salle de spectacle, des terrasses de café, les terroristes avaient clairement désigné leur ennemi, notre vivre ensemble. Et si c'est la ville de Paris qui a été frappée ce soir-là, c'est tout notre art de vivre que nous retrouvons dans chacune de nos communes, et notamment dans les petites villes qui a été visées. Et ce constat triste, malheureux, me donne aussi l'occasion de rappeler en ouverture de ces assises consacrées à l'attractivité de nos communes que le plus formidable atout de nos petites villes et de nos territoires, c'est justement la qualité de vie qu'elles proposent et qu'elles doivent préserver. Nous avons l'habitude, dans nos résolutions, de rappeler que les petites villes sont un maillon essentiel à l'aménagement et à l'attractivité du territoire, en permettant que vive au quotidien un humanisme de proximité, mais ne nous privons pas aussi de souligner quels sont les fers de lance de notre République et aussi les sentinelles vigilantes de la République dans chacun de ces territoires. Certains pourront penser que ce sont de grands mots, mais je crois que nous ne pouvons pas comprendre le désarroi actuel des maires face aux difficultés quotidiennes auxquelles nous sommes toutes et tous confrontés, si nous perdons de vue qu'au-delà de nos positions, qu'au-delà des débats budgétaires, c'est bien plus qui est en jeu aujourd'hui, c'est évidemment cette cohésion sociale que nous appelons de nos vœux et que nous défendons. Si nous sommes mobilisés, c'est parce que nous sommes aussi convaincus que chacune de nos expressions ne relève en rien d'un esprit frileux, conservatiste, ne relève en rien non plus de calculs boutiquiers ou catégoriels, mais bien de la conviction que l'action publique que nous menons dans nos communes est utile à toute la République. Je viens de parler de la qualité de vie dans les petites villes, mais je veux ici aussi me faire le porte-parole de certaines villes qui souffrent économiquement et socialement, de cette France délaissée, des relégués, des oubliés, parfois, comme ça a été rappelé à l'instant, par la question du numérique ou des infrastructures, de cette France confrontée à la fermeture de services publics et des petits commerces, mais aussi à la paupérisation des centres-villes et au manque d'accès à ces nouvelles technologies de communication. Cette France périphérique, rurale, périurbaine, a adressé lors des dernières consultations électorales un message fort, un avertissement, mais aussi un appel au secours, que tous les républicains que nous sommes aurions tort de sous-estimer collectivement ou pire d'oublier. Le gouvernement semble tout à fait confiant de ces enjeux et des défis auxquels nous sommes confrontés, puisque nous recevrons au cours de ces assises 2 ministres. Je dis 2, car le programme en prévoyait 3, mais je dois excuser Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, qui devait être avec nous aujourd'hui, mais qui est retenu par les obsèques des 4 gendarmes décédés vendredi dernier dans un crash d'hélicoptère. Et bien évidemment, au nom de la PVF, je lui ai demandé d'associer l'ensemble de notre association à l'hommage qui sera rendu à ces victimes et aux condoléances qui seront adressées à leurs familles. Nous accueillerons par contre demain le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron, et dans le cadre de notre table ronde finale, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités, Jean-Michel Bailey. Ces présences ministérielles ne témoignent pas seulement de l'intérêt que l'État porte à nos petites villes. Je crois qu'elles témoignent aussi de la place que notre association a acquise au fil des ans. Nous sommes observés, écoutés, parfois entendus, et nous sommes convaincus aussi que cela tient beaucoup à notre capacité collective de débattre en respectant 2 exigences. D'abord, transcender nos appartenances politiques et partisanes et proposer des solutions constructives. Et à ce sujet, je voudrais saluer mon ami et collègue Pierre Jarlier, premier vice-président délégué de l'association, avec lequel il est d'autant plus facile de travailler que le respect de ces 2 exigences, le pluralisme et le pragmatisme, lui sont totalement naturels.
Je veux aussi, et avec lui, saluer toutes celles et ceux qui participent à notre conseil d'administration, à notre bureau, à toutes nos instances qui sont paritaires politiquement. Je le souligne car pour la parité entre femmes et hommes, il y a encore bien du travail et vous pouvez aussi y voir un appel à candidature. Mes chers amis, nous sommes écoutés et donc nous devons parler, en venir aux faits et aider nos concitoyens à bien vivre et aider nos petites villes à être mieux soutenues. Nous ne demandons pas que l'État nous assiste puisque la décentralisation est désormais ancrée dans les mœurs et que nos habitants savent, comme nous, que les solutions, les idées, les projets de développement viendront principalement des territoires eux-mêmes. Mais nous demandons au moins à l'État de prendre toute la mesure de nos difficultés pour ne pas les voir s'aggraver. Aujourd'hui, les collectivités territoriales, tout le monde le sait, sont confrontées à une baisse des dotations dont l'ampleur et le rythme sont inédits. Or, cette baisse de dotation se conjugue avec une hausse des charges contraintes, la réforme des rythmes scolaires, la revalorisation des traitements, désormais la revalorisation du point d'indice de la fonction publique ou encore la hausse des cotisations à la CNRACL et toutes les normes qui continuent à peser lourdement sur nous. Depuis presque 2 ans, nous alertons les pouvoirs publics sur les conséquences très néfastes pour l'économie d'une baisse trop brutale des dotations de l'État. Et à l'annonce du programme de réduction de ces dotations, 1,5 milliard en 2014, puis 3,6 milliards chaque année en 2015 et en 2016, nous avons très rapidement mis l'accent sur les conséquences que cela pouvait avoir avec un risque d'effondrement de l'investissement local. Et malheureusement, nous avions vu juste, puisqu'après un premier effondrement de cet investissement public local en 2014 à hauteur de 10%, une nouvelle réduction de 10% est à déplorer en 2015. Et fin 2015 d'ailleurs, la Cour des comptes disait elle-même, et c'est dire, dans son 3e rapport annuel sur les finances locales, que la baisse de la DGF risque d'affecter la capacité de financement des investissements par les collectivités. 2016, nous le craignons, devrait connaître une tendance assez similaire, puisque la baisse est identique en termes de dotation. Nous ne le disons pas suffisamment, la contribution des collectivités territoriales au redressement des comptes publics est pourtant incontestable, et nous représentons, avec les efforts que nous faisons, une grande partie de la baisse du déficit public. C'est pourquoi, dans la perspective des discussions qui se noueront autour du projet de loi de finances pour 2017, la question d'un changement du rythme de baisse des dotations doit être à nouveau posée. Nous demandons clairement que le programme de baisse soit revu et que la 3e tranche ne soit pas mise en œuvre. Et si l'État refuse, y compris parce que nous savons qu'il a un certain nombre d'engagements européens, de revenir sur le principe d'une nouvelle réduction de 3,6 milliards et de l'annuler, nous proposerons alors, et seulement alors, que cet effort supplémentaire soit au moins étalé sur 2 voire 3 ans, afin que le mouvement soit moins pénible à mener et la marche moins lourde, moins haute à monter pour les collectivités. Notre position est réaliste et éloignée de toute démagogie, car nous connaissons les contraintes qui continuent de peser sur les finances de l'État. Mais nous le redisons, et je le redis aujourd'hui avec solennité, la poursuite d'une réduction trop brutale des dotations de l'État serait un handicap pour la cohésion sociale et pour la reprise économique. Avec cette dernière tranche de réduction de la DGF, nous sommes désormais contraints de procéder à des arbitrages extrêmement difficiles, portant sur les services publics essentiels au bien vivre ensemble, la voirie, la culture ou encore le soutien au tissu associatif. Dans notre dernière enquête sur les choix budgétaires des petites villes pour 2016, plus d'un tiers d'entre vous ont indiqué être obligés de réduire les dépenses dans le domaine de la culture. La même proportion a décidé de réduire les dépenses dans le domaine de la voirie. Alors certes, le gouvernement a mis en place en 2016 une enveloppe d'1 milliard d'euros dédiée au soutien aux projets d'investissement des collectivités territoriales. Il a revu les modalités de calcul du FCTVA et ces initiatives sont très heureuses, nous les saluons, et nous les saluons d'autant plus que nous les avons accompagnées et pour certaines d'entre elles que nous en sommes à l'origine. Pourtant, je veux souligner ici 2 choses concernant le fonds de soutien à l'investissement local. D'une part, je tiens à rappeler qu'on ne peut pas assimiler 1 milliard d'euros de la DGF à 1 milliard d'euros de fonds d'aide à l'investissement. La DGF était, lors de sa mise en place en 1979, un outil de décentralisation, puisque son utilisation est laissée à la libre disposition des collectivités locales. Avec le fonds d'investissement, c'est l'État, en la personne du préfet de région, qui décide quel projet mérite ou non d'être soutenu. Et ce n'est pas le moindre des paradoxes que de voir l'État réduire sa contribution financière aux collectivités et dans le même temps accroître son emprise sur les décisions d'investissement qu'elles sont amenées à prendre. D'autre part, si la DGF subissait l'année prochaine une réduction annoncée de 3,6 milliards d'euros et s'accompagnait par malheur, mais je crois que nous devons être assurés, d'une non-reconduction du fonds pour 2017, alors l'effet récessif que nous avons plus ou moins contenu cette année nous frapperait encore plus fortement l'année prochaine. Il apparaît donc nécessaire, au-delà de la question de la baisse des dotations, que l'État pérennise en 2017 ce fonds de soutien à l'investissement et en particulier l'enveloppe de 500 millions d'euros qui avait été consacrée aux projets portés par les villes de notre strate, en périphérie comme en position de centralité. Je formule ici le vœu et je vous propose que cette idée figure dans notre résolution que nous vous soumettrons à l'issue de nos travaux.
Donner à croire que les collectivités seraient un mammouth, que l'on pourrait continuellement dégraisser est une illusion dangereuse. Et nous le dirons aux deux ministres qui nous rejoindront demain, en leur rappelant que l'État dispose, avec les élus locaux, d'interlocuteurs raisonnables, dévoués au bien public et mobilisés pour l'emploi et la croissance. Cette dernière redémarre, mais pour qu'elle s'inscrive dans la durée, l'État, les collectivités et les entreprises doivent avancer dans la même direction. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faille diminuer l'action publique locale et son périmètre, bien au contraire. Je suis même de ceux qui pensent qu'il faut continuer à moderniser partout nos infrastructures et conforter nos services publics. Baisser le niveau de l'investissement local, dont l'investissement pour les communes représente une part prépondérante, c'est non seulement des emplois en moins pour nos entreprises, mais c'est aussi diminuer les chances de notre pays dans la compétition mondiale en rendant nos territoires moins attractifs. Je veux aussi souligner devant vous que lorsque nous disons que les élus sont raisonnables et dévoués au bien public, mobilisés, ce ne sont pas des paroles en l'air. Ils l'ont d'ailleurs prouvé en ce premier semestre 2016 dans le cadre de la refonte de la carte intercommunale. Bien entendu, ici ou là, des divergences ont pu apparaître et peuvent subsister sur le meilleur tracé à adopter pour constituer les intercommunalités de demain. C'est le cas dans plusieurs départements, y compris dans le mien. Mais dans l'immense majorité des cas, les élus se sont appropriés l'enjeu que représentait la constitution de PCI d'au moins 15 000 habitants à l'échelle d'un bassin de vie et tous travaillent déjà à en préparer le bon fonctionnement. Créer des EPCI de taille plus importante, ce n'est surtout pas pour nous souscrire à la théorie du gigantisme, et bien au contraire. C'est avec la volonté de contrebalancer le poids croissant des grandes régions et des grandes métropoles, d'instaurer avec eux des cadres de coopération plus pertinents, de confiance, que nous devons doter nos petites intercommunalités des moyens et des compétences nécessaires pour bien défendre les petites villes. Les élus locaux montrent ainsi qu'ils savent remettre en question des habitudes, des réticences lorsqu'elles se révèlent obsolètes, et j'aime à le souligner avec un peu de malice et aussi un peu de pragmatisme, nous voyons et nous démontrons que les collectivités locales, tant sur les aspects financiers que sur leur organisation, parviennent souvent à se réformer, de gré ou de force, mais en tout cas plus vite que l'État. La philosophie de la réforme territoriale, en tout cas celle que j'ai défendue à ma place de rapporteur à l'Assemblée nationale, est la suivante. Offrir un cadre de gouvernance et de développement rénové pour les métropoles, qui concentrent des potentiels de développement considérables, mais aussi garantir au reste du territoire qu'il profitera de ce dynamisme tout en le soutenant, et j'insiste sur ce dernier point. C'est tout l'objet de la nouvelle organisation territoriale dans laquelle la région, interlocutrice d'intercommunalités renforcées, devient compétente pour organiser à son échelle le développement économique et l'aménagement du territoire. Et je le dis à Sylvia comme à tous les présidents et vice-présidents de région, les intercommunalités, les petites villes se représentent pour nouer ces partenariats avec les régions. Nous sommes convaincus qu'il est absurde d'opposer une France métropolitaine à une France périphérique. Et je suis convaincu que leurs intérêts sont communs. C'est une force dans la compétition internationale pour nos métropoles de pouvoir s'appuyer sur un maillage de petites villes avec de nombreux savoir-faire, de l'industrie, et proposant une qualité de vie souvent introuvable dans les grands centres urbains. C'est pourquoi nous voulons défendre cette qualité de vie à travers le soutien aux services publics qui la rendent possible, et nous disons fortement qu'il est hors de question de reculer sur la défense de la présence des services publics dans nos petites villes. Je pense à 3 sujets en particulier: la sécurité, la santé et l'accès au numérique. La sécurité d'abord, puisque 20% des zones de sécurité prioritaires concernent des villes de notre strate, alors que nous ne représentons que 8% des communes. Nous ne voulons plus connaître, comme nous l'avions subi il y a quelques années, dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, une saignée qui s'était traduite par la suppression de 13 700 postes de gendarmes et de policiers nationaux. La police nationale et la police municipale sont certes toutes les deux au service de la population, mais leurs rôles sont complémentaires et nous n'entendons pas favoriser le remplacement de la première par la seconde et encore moins accompagner des désengagements. La santé ensuite, afin de répondre à la désertification médicale dans les territoires les plus fragiles. La PVF, nous avions un groupe de travail spécifique avec Nathalie Naison et Xavier Nicolas, propose la mise en place de territoires prioritaires de santé sur le modèle de la politique de la ville dans lesquels des mesures incitatives, mais peut-être aussi plus coercitives pourraient être prises. Le sujet de la coercition fait polémique et nous pensons qu'il faut pourtant en discuter et posément avancer pour enfin trouver les moyens de répondre aux besoins médicaux dans tous les territoires. Des mesures intéressantes ont été annoncées vendredi dernier par la ministre de la Santé lors d'un comité interministériel aux ruralités tenu à Privas, et je pense notamment à la modulation régionale du numerus clausus qui permettrait de mieux répondre aux besoins de santé dans les territoires. Je pense aussi au suivi des GHT et au suivi de la mise en œuvre de la loi de modernisation de la santé, puisque comme cela a été rappelé à l'occasion de notre Assemblée générale statutaire, nous aurons, avec Nathalie, une présence permanente d'une élue de notre association au sein du Conseil national territoire et santé. Je veux dire un mot enfin de l'accès au numérique,
sans lequel, pour nous, il n'y a aucune égalité des chances entre les métropoles et les territoires les entourant. Et nous le répétons, pour accueillir de jeunes ménages, de nouvelles entreprises, nos petites villes doivent pouvoir offrir une couverture et un service de bonne qualité et qui ne souffrent pas d'intermittence. L'erreur pour l'État et les autres acteurs publics consisterait à se concentrer sur les seules zones blanches qui ne sont pas couvertes du tout, car selon nos estimations, environ 1000 petites villes rencontrent des difficultés qui ne sont pas liées à des zones blanches, mais à une couverture insuffisante en Internet et téléphonie mobile. Et donc notre enjeu, celui de la PVF, est bien l'enjeu des zones grises dans lesquelles le service n'est pas assuré en continu, ce qui est tout aussi rédhibitoire aux yeux des ménages et des entreprises que s'il n'était pas assuré du tout. Voilà très rapidement les 3 chantiers dont nous aurons l'occasion de reparler dès cet après-midi dans le cadre des 2 tables rondes qui se tiendront dans cette salle. Auparavant, et je vous avais dit qu'il nous rejoindrait, donc je salue l'arrivée et la présence parmi nous de Martin Malvy, notre ancien président et président d'honneur. Et puis, parce que j'ai dit que la PVF a toujours su allier le travail et le plaisir de se retrouver, parce que nous parlons aussi du vivre ensemble, parce que, et n'en déplaise aux obscurantistes ou aux défaitistes, c'est aussi partager des moments comme celui qui s'annonce, que je vous invite à partager ensemble un buffet qui nous attend avant de reprendre nos travaux vers 14h, et en soulignant d'ores et déjà que nous vous invitons à ce buffet en partenariat avec la Caisse des dépôts et de consignation, haute partenaire historique de la PVF. À toutes et tous, très belles assises, très bon séjour à la Grande Motte et très bons travaux. Le cocktail a lieu à l'étage inférieur, donc je vous propose de suivre le mouvement de foule et ça sera indiqué. Voilà.